à cette présentation. Donc, mon nom est Pierre Lheureux, je suis andragogue. Là, mon nom n'apparaît pas, c'est la présentation de mon collègue Gilles qu'on a utilisée. Voilà, je suis issu du réseau de la santé et des services sociaux pour une moitié et issu du communautaire pour une autre moitié. Voilà, donc je me partage 50-50. Cependant, je suis maintenant retraité du réseau de la santé, bien que j'y ai encore des participations occasionnelles. Je m'excuse tout de suite, je suis obligé d'avoir une pastille dans la bouche. J'ai un rhume qui m'a un peu traîné et j'ai la gorge assez irritée. Si je fais pas ça, vous m'entendrez pas au bout de 10 minutes. Donc, je vais plonger quand même tout de suite. Et désolé aussi, normalement, j'aime bien me promener, faire toutes sortes de sparages, mais là, je suis un peu prisonnier du fait qu'il n'y a pas de pointeur à distance que je peux utiliser avec l'appareil et qu'il faut que j'ai un micro parce qu'il y a des gens en ligne qui vont avoir le son uniquement si j'ai un micro en main. Alors, vous m'excuserez, ça ne ressemblera pas à mon style habituel, mais je vais essayer de faire de mon mieux malgré tout. Donc, petite conférence rapide, l'Optimal 101, intervenir auprès des hommes. Grosso modo, comme c'est évoqué, vous aurez conscience que je ne parcourrai pas l'ensemble du matériel. La dernière section qui comporte des références sur des outils, des modes d'intervention, je ne pourrai pas la couvrir, on a trop peu de temps, mais je trouvais quand même intéressant et important que vous y soyez sensibilisés. Le matériel qui s'y trouve est par ailleurs une des parties significatives des formations qui se donnent dans la région de Montréal et auxquelles, pour la plupart d'entre vous, vous pouvez avoir accès en contactant le service diversité et inclusion du CIUS du Centre-Sud de Montréal qui gère la formation ou qui coordonne des efforts de formation dans la région de Montréal, en plus des CIUS, et qui est une formation développée sur 2 journées complètes sur l'intervention auprès des hommes. Donc, ce que moi, je vais avoir le temps de couvrir ce matin, je l'espère bien, Optimal 101, les hommes et la demande d'aide et quelques rares pistes sur l'intervention. Les outils, comme je vous dis, ils seront disponibles dans le document auquel vous aurez accès. Donc, ça marche. Il y a des références d'ailleurs qui apparaissent à tous les chapitres. Il y a des éléments que je vais aussi évoquer, mais que je ne développerai pas avec vous pour avoir le temps de couvrir l'ensemble des éléments, mais je les trouve importants. Lorsqu'on donne des formations ou de la sensibilisation sur l'intervention auprès des clientèles masculines, un des points de départ, c'est de se demander de quoi êtes-vous porteur? À quoi pensez-vous quand vous pensez aux hommes? Quand vous pensez aux hommes que vous desservez, quand vous pensez aux hommes que vous recevez, et quand vous pensez aux hommes qui sont présents dans votre vie, vos pères, vos fils, si vous avez des fils, vos conjoints, vos compagnons, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail. Et on commence souvent en se posant ces questions-là. La pire chose que j'ai pu entendre, dire ou penser, mais que j'ai pas osé dire à propos des hommes, et comme je suis aujourd'hui, j'ai peu de temps, je ne serai pas impertinent au point de vous demander des réponses. Mais pensez-y un instant. Et vous constaterez probablement, comme je vais en parler un petit peu plus tard, que dans nos réseaux, publics comme communautaires d'ailleurs, on a des a priori, ils sont absolument normaux, ils font partie de notre société. Regardons juste la criminalité. Toutes les formes de criminalité, à de rares exceptions, sont principalement masculines. Alors, c'est forcé qu'on a à l'égard des hommes des questionnements, des doutes, des inquiétudes. Le rapport à la parentalité, on a beau être dans une société qui a globalement évolué d'une façon extraordinairement significative depuis les 40-50 dernières années. Il faut le dire, quand on voyage un peu à travers le monde, on se rend compte qu'à part les pays scandinaves, on est à peu près au Québec les seuls à avoir le taux d'accès aux congés parentaux, la prise des congés parentaux par les pères, l'implication dans les sphères de la vie des enfants. On est vraiment en forte progression par rapport à de nombreux autres peuples et de nombreuses autres communautés. Mais nonobstant ces progrès-là, il reste qu'il y a encore beaucoup d'inégalités. Lorsqu'on s'adresse aux mères exclusivement, lorsqu'on baptise le nom d'un hôpital du centre mère-enfant en 2005, pas en 1955, en 2005, on rebaptise l'hôpital Sainte-Justine, c'est qu'on a encore des débats à faire et des débats qui sont loin d'être finis. Donc, malgré ces progrès, il y a des enjeux. Donc, la pire des choses, c'est souvent que ça nous ramène à ça. Une des questions qu'on aime souvent poser aussi, c'est les gestes qui vous font encore réagir chez les hommes, c'est lesquels? Vous pourriez y penser. Y a-t-il un geste en ce moment dont vous dites, des fois quand j'interviens, quand j'interpelle, quand je parle même à quelqu'un de mon entourage comme homme, il y a des choses qui vraiment me touchent ou me perturbent. Et bien sûr, les craintes que l'on peut avoir et comment surtout les hommes se sentent-ils?
Ça, c'est malheureusement une des choses assez troublantes dans les formations, même auprès de gens qui sont très aguerris. Beaucoup d'intervenants et intervenantes ont encore de la misère à dire, ben attends un peu, je suis pas sûr de comment il se sentent quand il est arrivé la première fois. Ben, on va en parler un peu aujourd'hui. Ça va être un de nos sujets importants. Et bien sûr, tout ce qu'on va regarder s'applique pas juste aux gens avec qui on travaille, mais s'applique aussi aux hommes qui sont présents dans notre vie. J'aime bien des fois illustrer mes propos par des éléments. Les hommes, ça ressemble, les hommes plus traditionnels, ça ressemble un peu à ça. Puis je dirais même les hommes moins traditionnels, ils ont encore un peu de cet ADN qu'on voit ici. La confiance qu'ils font à leurs collègues de travail, que la pépine ne leur tombera pas dessus au milieu de leur lunch. Le fait qu'ils sont prêts à prendre des risques et des raccourcis des fois pour régler des problèmes. Régler des problèmes, c'est bien important dans l'identité d'un homme. Je peux vous le dire, là. Je fais partie de ceux-là. Et puis des fois, le fait qu'on est assez gorlot dans les risques qu'on prend pour essayer d'aider quelqu'un. Genre monter un réfrigérateur dans une échelle au 3e étage d'une bâtisse. C'est pas des mises en scène, hein? Alors voilà. Les hommes, c'est ceci et bien sûr plein d'autres choses. C'est de la tendresse, c'est de l'attention, c'est de la préoccupation pour les proches qu'ils ont, c'est des préoccupations parfois même pour les gens qui connaissent même pas, pour les gens de la communauté. Un des aspects que je nommerais, parce que c'était présenté ce matin, ce que Carl a présenté, ce que Raymond a présenté, les hommes qui répondent aux sondages, qui acceptent les entrevues longues et parfois confrontantes que l'on fait quand on fait des recherches dans ce domaine-là, et j'en suis. Ces hommes-là le font pour une raison en général, ils la nomment presque tous sans exception. Si mon expérience peut aider d'autres à ne pas vivre les mêmes difficultés que j'ai vécues. Ça, c'est les hommes. Autant ça que cette générosité, cette abnégation, ce désir de bien faire, ce désir de faire en sorte que les gens autour d'eux soient mieux, ou mieux qu'eux-mêmes, éventuellement. Petite mise au point rapide. Au Québec, on a aussi une chance absolument magnifique. Tout le mouvement qui existe autour d'aider ou de comprendre les réalités masculines, c'est pour l'essentiel un mouvement positif, un mouvement d'entraide, un mouvement de co-conscience, un mouvement de s'ouvrir les uns aux autres. On est épargné de ce que je vois quand je voyage à l'étranger, dans certains pays, notamment nos voisins du Sud, et même certaines provinces canadiennes, où il y a des courants très négatifs, qu'on appelle la manosphère, là, dans le fond, la nébuleuse Internet où se déploient des gens qui sont encore très hostiles au féminisme, très hostiles à l'égalité des hommes et des femmes. Mais au Québec, c'est extrêmement marginal. Extrêmement marginal. Et les gens qui sont ici aujourd'hui, comme tous ceux qui pourraient y être et qui n'y sont pas, font partie de ce courant-là, qui ont été, à quelque part, d'une manière ou d'une autre, par le mouvement féministe, par les actions de nos gouvernements, sensibilisés à l'égalité homme-femme. Cette approche là, de l'analyse différenciée qui a évolué par ailleurs. Là, dans la formation, on va bien sûr sur les nouvelles moutures de cette réflexion-là, notamment au niveau de l'équité et de l'inclusion. Il y a un parcours qui s'est fait lentement, le rapport Rondeau, qui est un des premiers points de départ de réflexion sur le travail auprès des hommes, qui est l'ancêtre lointain de ce qui a mené, dans le fond, à la création d'un dossier santé-bien-être, à la création d'un plan d'action santé-bien-être, attirait déjà en 2004 l'attention sur le fait que les réalités masculines sont spécifiques. On est des êtres humains, comme les femmes, comme on dit Gilles Tremblay et moi. Les hommes viennent pas de Mars et les femmes viennent pas de Vénus. Ça, c'est un mythe. On vient tous de la planète Terre. Ne cherchez pas d'antenne, il n'y en a pas. Mais la réalité, c'est que oui, il y a des différences. La socialisation mène encore les hommes à faire les choses un peu risquées que j'ai nommées tout à l'heure, à des fois aussi se couper d'un certain nombre d'éléments qui sont importants pour leur vie. Donc, on a la chance, tous ici, aujourd'hui, d'être dans un environnement où la majorité des gens qui s'intéressent ou qui veulent travailler avec les hommes se placent dans cette posture de critiquer les aspects négatifs de la vieille masculinité, de se baser sur les forces, d'aider les hommes à évoluer, de s'allier aux femmes pour continuer à développer l'égalité dans notre société, dans la sphère de la parentalité, mais aussi dans les autres sphères, le milieu de travail, la vie sociale, etc. Et on est conscient, et vous êtes ici probablement parce que vous êtes conscient que la dispensation et l'accès aux services n'est pas encore adéquat pour un bon nombre de catégories d'hommes. Pour certaines,
possibilités, oui. Pour d'autres, beaucoup moins. Il y a vraiment des angles morts, comme on le disait ce matin, comme Pascal le notait d'ailleurs, là, dans les réflexions que le ministère a quant aux enjeux des prochaines étapes de notre développement. Et bien sûr, on est aussi dans une logique où on comprend maintenant qu'il n'y a pas un moule d'hommes. Il y en a beaucoup, puis en plus, on est nombreux à bricoler le nôtre personnel, unique, sans comparaison totale avec les autres. Donc, au moins, il faut s'inscrire dans cette logique. Quel est le propos principal? C'est de dire, OK, malgré toute cette évolution dont je parle, qui est bien réelle et dont je donnerai quelques échos un peu plus tard, comment les hommes se sont-ils construits? Comment se construisent-ils encore? Parce que notre société est encore porteuse d'un certain nombre d'éléments traditionnels qui reviennent sous toutes sortes de moutures. Je donne un exemple, des fois en formation. Je suis né en 1953. J'ai connu la télévision à l'âge de 4 ans, parce que dans mon coin, elle est arrivée 4 ans plus tard qu'à Montréal. En noir et blanc, bien sûr. Quand je dis ça à ma fille, elle dit on n'en trouve même plus chez les antiquaires pour pouvoir au moins y montrer ça avait l'air de quoi écouter une émission en noir et blanc. Il faut trouver des vieux films, c'est assez pathétique. Mais bon, je me perds avec ça. Où est-ce que je m'en allais? Oui, c'est ça. Bref, il reste des choses. Moi, mon héros d'enfance, c'est parmi les premières émissions où on voyait des héros gars, c'était Roy Rogers. Il y a probablement une ou deux personnes dans la salle qui le connaissent. Il y avait également Zorro. Zorro, il avait beau avoir une épée, il tuait jamais personne. Au pire, il faisait tomber les méchants, il tombait dans un ballot de foin. Il mourait jamais personne dans ces émissions. Mais il y avait plein d'actions. Aujourd'hui, bien sûr, vous me direz, c'est pas exactement ça. Ça va être Vin Diesel dans toutes sortes de trucs, et où là, les morts se comptent par milliers dans un film qui dure 1h30. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes héros, mais ils ont le même appétit de vaincre, d'avoir raison, de se battre pour une cause. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN des référents des hommes. Que ce soit parce qu'on le pratique sur un terrain de soccer, dans un aréna, ou dans notre performance à être, là j'ai vécu ça en fin de semaine dernière, 2 déneigeurs qui viennent me voir pour m'offrir un contrat. Tu sais, la compétitivité pour avoir des contrats. Bon, c'est cet aspect-là que ces héros, que ces archétypes-là nous ont transmis et qui continuent de se transmettre. Quand on donne une formation, on a le bénéfice de toucher souvent un truc qui a été développé par Jeannette Bertrand il y a de ça une vingtaine d'années, dans sa série d'émissions avec un grand A. Donc là, je ne l'ai pas, je la projetterai pas. Mais il évoquait, dans le fond, la réalité d'un homme qui est né dans les années 50, fin des années 40, début des années 50, et d'un jeune père qui, lui, est né au début des années 90, mi-80 probablement. Et ces deux hommes-là, se partageant un contact, une réflexion entre hommes sur leur éducation, se partageaient des éléments comme ça. Le père avait entendu, un gars, on ne caresse pas ça. Moi, mon père, le seul contact que j'ai eu avec lui de toute sa vie, sauf les derniers mois où il était Alzheimer, puis que ce qu'on faisait, il ne voyait pas venir. L'occasion que là, j'ai pu lui donner une accolade enfin à 94 ans. La réalité, ça a été la poignée de main. La seule bienveillance était sentie, puis je sentais que mon père m'aimait beaucoup, c'était « je suis fier de toi ». Il n'aurait pas été capable de prononcer des mots comme « je t'aime ». C'était impossible dans son vocabulaire. Comme de toucher, c'était aussi pas possible. C'était forcément quelque chose de mauvais, d'inadéquat, etc. Donc, on vient de loin. Et il y a encore des séquelles. Il y a des hommes que vous allez croiser, que vous croisez, qui sont probablement encore issus de cette éducation-là, qui vivent encore avec ces archétypes, qui vivent encore avec ces blessures-là. Parce que c'est de blessures qu'il s'agit. C'est de choses qui nous empêchent d'être complètement humains, qui nous empêchent d'exprimer ce que l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on aimerait comme contact avec les gens. Donc, si vous avez la chance de voir un jour cette vidéo, faites-le. Donc, autrement dit, ce qu'on dit, c'est qu'être un homme, c'est un peu comme avoir une identité dont une partie vient de nous, vient de notre environnement immédiat, mais une partie significative vient de l'environnement social dans lequel on est, des messages qui sont convoyés par l'environnement social dans lequel on est à l'époque où l'on est. Dans les programmes où j'interviens, beaucoup, je suis très, très impliqué en violence conjugale et familiale. Moi, je suis toujours absolument ravi de voir un jeune homme de 22 ans franchir la porte de notre organisme. Quand j'ai commencé à travailler à Option en 1985, la moyenne des hommes qu'on voyait, 45 ans.
Il y en avait beaucoup dans la cinquantaine, puis quelques-uns dans la soixantaine. Je ne pense pas qu'il y ait démesurément plus de violences conjugales qu'il y en avait à l'époque. Mais il y a démesurément plus de conscience chez les femmes qui ne se laissent plus traiter comme avant, et chez les hommes qui allument plus vite aussi. Et ça, pour moi, c'est important. Et c'est l'objet ou le propos, je dirais, d'un parcours dans lequel, je vais sauter celle-ci, dans laquelle les choses ont beaucoup évolué. J'aime beaucoup, ma première formation avant d'aller en travail social, c'était la sociologie. Et moi, j'aime bien les enquêtes de population, parce que ça donne des portraits un peu dépersonnalisés, mais qui disent un peu ce qui habite un peu tout le monde. Et dans ces portraits-là, qui se font aux 5 ans sur ce qui est le masculin et le féminin, on voit au fil des générations et des années se modifier les éléments. Ces enquêtes-là, en général, sont faites auprès de groupes de jeunes hommes et de jeunes femmes, proportion égale, âgés entre 15 et 25 ans. Donc, les gens qui ont répondu à ce questionnaire en 1960 étaient nés fin des années 40, à peu près, peut-être un peu moins. Et vous voyez ce qui ressortait, c'était un profil d'hommes et de femmes radicalement différents. Il y avait, à toute fin pratique, aucun mot, aucune caractéristique qui se retrouvait des deux côtés. C'est quand même frappant, puis ça ne fait pas 150 ans, là. Ça fait 60 ans, ça va faire 60 ans. Bien sûr, vous me direz, si on fait le même sondage cette année, on n'aura pas le même portrait, mauditement, heureusement. Ceux faits en 1990, donc là on parle de gens nés fin des années 60 justement, jusqu'à un peu plus tard, à milieu des années 70. Et là on voyait déjà un changement. On voit notamment apparaître pour la première fois en 1990, du côté masculin, romantique. 1990, pas 1890. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les modèles que les hommes continuaient de recevoir renforçaient ce côté jusque-là de dire il y a des choses, c'est les femmes qui s'occupent de ça. L'intimité, la famille, le couple, l'éducation, c'est pas une affaire d'hommes. On aurait les données de 2020, que je n'ai pas, qu'on verrait probablement une évolution radicale et significative. En fait, les gens qui en parlent, qui publient des éléments autour de ça, nomment qu'en général, depuis cette époque-là, il y a environ 35% des caractéristiques qui antérieurement étaient campées masculines, qui se retrouvent maintenant dans les deux créneaux, hommes et femmes. Donc, les femmes ont élargi leur champ de vie, de définition d'elles-mêmes, et les hommes l'ont aussi élargi, mais moins. Essentiellement, un peu comme le mot le dit, romantique, et il y en avait un autre qui était bon père, essentiellement dans le domaine de l'intimité, du couple, moins dans la sphère publique, malheureusement. Donc, c'est le social en partie qui nous définit. Je vais faire une autre petite confidence. Je suis né en 1953. Quand j'ai fait mes premières études en travail social et sociologie à l'Université d'Ottawa, au début des années 70, j'avais le vénérable père Beauchamp, un oblat de Marie-Immaculée, comme professeur de problèmes sociaux. Alors, le bon père Beauchamp nous expliquait qu'il y a un continuum pour définir le genre. T'es homme à un bord, femme à l'autre. Puis là, gare à toi si sur les côtes, tu es du mauvais bord de la ligne du milieu. Hein? C'est le début du trouble. Pour les femmes et pour les hommes, pas juste pour les hommes. On sait maintenant que c'est plus ça. La réalité, c'est que vous êtes ici pour la plupart parce que vous êtes ici, peu importe votre âge, si vous êtes né comme moi avec des affaires un peu archaïques, si vous êtes ici, c'est que vous avez évolué. Si vous êtes jeune, c'est probablement que vous avez eu la chance de naître dans un monde où il y avait moins cet archaïsme-là qu'on avait dans le passé. Et vous cotez probablement pour plusieurs hommes très fort sur votre masculinité, mais vous avez aussi probablement pas mal de caractéristiques féminines que vous avez su insérer. Votre bienveillance pour les enfants, votre attachement que vous êtes capable de nommer, que vous êtes capable de vivre. Et si vous êtes femme, ben vous êtes capable d'être ambitieux, vous êtes capable d'être complètement autonome financièrement, vous êtes capable de plein de choses qui n'était pas le cas à une époque antérieure, en tout cas à l'époque où le père Beauchamp m'en parlait, il y avait encore des affaires qui n'étaient pas réglées. Il y en avait même plusieurs. Mais bon, que donne cette socialisation-là? Moi et Gilles, on aime beaucoup utiliser l'image de l'iceberg. Il y a l'iceberg des hommes, il y a l'iceberg des femmes aussi. Et heureusement, c'est pas le réchauffement climatique, c'est le réchauffement social, je pense, qui produit ça. Nos icebergs évoluent. Hein, c'est comme, vous savez, le principe de l'iceberg, au fur et à mesure que ça évolue, que ça fond un peu,
ça ne cale pas, ça tilte. Autrement dit, il y a des parties qui étaient cachées qui finissent par apparaître. Ah ben tiens, c'est-tu le fun un peu. Et c'est un peu ce que je vois qui se passe avec les hommes depuis une couple de générations. On commence à se réapproprier des dimensions qui nous ont longtemps été interdites, qui nous ont souvent été, par lesquelles on a souvent été stigmatisés, exclus. D'abord par les autres hommes, qui dans un réflexe de dire « bon, oh, attends un peu, c'est pas de même qu'on est », vont nous ramener un peu dans le rang. Et malheureusement, les enquêtes psychosociales ou plutôt sociologiques que j'ai évoquées tantôt, par les femmes aussi. Hein, parce que les caractéristiques qui étaient nommées dans ces deux enquêtes-là, en général, à d'infimes variantes de statistiques, les hommes et les femmes de ces générations-là disaient la même chose. Un homme, c'est ça, une femme, c'est ça. Donc, il y avait une pression collective, groupale, de ramener l'une, comme l'autre, dans le bon rang de ce qui est attendu ou de ce qui est vu comme étant correct d'être comme homme ou comme femme à telle époque. La beauté de la chose, c'est que bien sûr, là, on peut penser et aspirer à rendre visible, à avoir accès à des dimensions qui furent un temps interdites aux uns et interdites aux autres, aux femmes dans ce cas-ci. Il y a des choses auxquelles parfois il faut aussi s'arrêter et prendre le temps d'y porter attention. Parmi celles-ci, le fait que le processus pour devenir un homme, un garçon, est un peu plus complexe. Toutes les approches en psychologie, que ce soit psychologie sociale, psychologie développementale, même approche freudienne, psychanalyse, le nomment. Les personnes qui prennent soin de nous dans les 2 premières années de notre vie sont cruciales dans notre première définition de qui on est comme personne. Les premières caractéristiques qu'on absorbe, c'est celle de la personne qui est le plus présente dans notre vie. Malgré tous les changements qu'on voit, ça demeure encore dans notre société, principalement les femmes qui sont à ce premier plan-là, les personnes dans lesquelles on va trouver nos références de début de vie. Les pères étant beaucoup plus présents, on va voir que ça change quand même pas mal de choses par rapport à ma génération et d'autres générations. Mais quand même, il y a ce processus par lequel certains hommes, certains garçons vont avoir plus de difficultés. Pourquoi? Ben parce qu'ils vont devoir se définir par opposition à leur mère. En fait, je résume ça. Autour de la période de la propreté, première prise de conscience de « je suis un garçon, je suis une fille », souvent va se jouer ce processus de dire « OK, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute comme garçon à ce que ma mère m'a transmis, ce que j'ai absorbé, ce que j'ai vu, ce que j'ai aimé, ce que je veux être, qui est comme elle. » Ben, il faut que j'ai une figure de référence complémentaire. C'est aussi simple que ça. C'est pas un problème d'ailleurs pour les parents de même sexe non plus, en autant qu'ils ont un réseau, qu'il y a des gens auxquels ils ont accès et qui permet d'avoir une variété de modèles et de références dans la vie. Ça ne pose aucune difficulté. Beaucoup d'études le confirment. C'est pas un obstacle d'être un parent de même sexe, quel que soit le sexe, pour ça. Par contre, pour les jeunes garçons qui, eux, n'ont pas cet accès-là, pour toutes sortes de raisons, ça peut devenir compliqué. Ils vont souvent se définir par opposition. Je ne suis pas comme toi, maman, alors je vais faire le contraire ou je vais m'opposer à toi. Le doctorat de Gilles était sur cette réalité-là des jeunes garçons éprouvant des problèmes de comportement et qui, pour un grand nombre, étaient dans une dynamique où il y avait peu d'accès à un modèle de référence masculin positif ou à un modèle de référence masculin tout court et qui donc développaient davantage un trouble d'opposition dans leur manière de se définir. Je disais donc parfois moindre disponibilité d'un parent du sexe masculin ou d'un modèle, mais il y a également le fait, et ça c'est personnellement un drame, la disparition des hommes de toute une série de champs de pratiques. Éducateur en service de garde, hein, j'ai été impliqué dans les premières garderies coopératives, j'ai été impliqué après ça dans les premiers CPE là, à titre professionnel à ce moment-là, et j'ai vu disparaître année après année tous les hommes éducateurs de ces milieux-là. J'ai vu même mon beau-frère qui a été éducateur en garderie, après ça éducateur en service de garde scolaire, finir par quitter parce qu'année après année, le fameux syndrome du mâle toxique revenait. Et il y avait toujours 1, 2 ou 3 parents pour dire « Avez-vous fait les enquêtes de sécurité sur lui? » Ben écoutez, madame, ça fait 22 ans qu'il travaille dans le domaine, on a fait 22 enquêtes de sécurité, ça va-tu? Mais ils ont tous quitté. Honnêtement, ils ont tous quitté. Quand j'ai fait ma dernière année de travail en CLSC, je suis intervenu auprès d'une famille, d'une mère, en fait, qui avait fui un conjoint violent de l'Abitibi pour venir à Longueuil. Je suis intervenu dans une école où j'avais commencé à travailler en 1977 comme intervenant du CLSC. Quand je suis intervenu en 1977,
tous les directeurs étaient des hommes. Tous les employés de soutien, à part les secrétaires, étaient des hommes. Et à peu près 40% des profs étaient des hommes. Au début des années 70. Quand je suis intervenu en 2017, il n'y avait aucun homme. Même la personne qui s'occupait de l'entretien et de la plomberie était une femme. Merveilleux pour ça. Mais j'avais un problème. J'avais un petit gars qui avait besoin d'une identification à un homme constructif parce qu'il avait eu un père tout croche. Et je ne trouvais pas un calice d'homme dans ce milieu-là pour être une référence. Ça n'a pas de bon sens. C'est un enjeu systémique, ce n'est pas un enjeu de ces personnes-là. Ils ont engagé les personnes qui avaient sous la main. Là. Je ne veux pas critiquer la direction scolaire, c'est certainement pas leur faute. Mais c'est un problème systémique. J'enseigne à l'Université de Montréal depuis 22 ans. Je vois année après année le nombre d'hommes dans le champ social diminuer. En 1975, 76, 75, quand j'ai gradué, on était majoritaire comme hommes en travail social à l'Université d'Ottawa. Quand aujourd'hui, j'ai 2 étudiants sur 80 dans une classe, je me dis, on est dans la moyenne. Et j'ai eu à donner un cours dernièrement, je n'avais aucun homme, j'avais 60 étudiantes, aucun homme. Alors, il y a des enjeux systémiques, il y a des enjeux qui s'adressent au gouvernement, pas nécessairement au ministère de la Santé, mais définitivement au gouvernement. Il y a une revalorisation à faire. Mais bon, voilà, j'ai fini mon éditorial. Un des enjeux qui vient avec le masculin, c'est que les modèles que l'on a, j'ai parlé de Zorro, on parlait de Vin Diesel, on aurait pu parler de Bruce Willis et quelques autres. La réalité, c'est que tous ces modèles-là survalorisent l'autonomie. On se fait mal, on se relève. On se fait quitter, c'est pas grave. On est blessé, on fait comme si c'était pas grave, puis qu'on va être capable de toffer au moins jusqu'à la fin de la game. Cette survalorisation-là, elle commence là. Et bien sûr, malheureusement, les modèles que nos garçons, maintenant beaucoup plus grands que moi, développent, ont encore cette caractéristique-là. Et qu'est-ce que ça fait? Ça amène à se couper de son senti physique, couper de son senti émotionnel, puis à la limite, couper des autres. Non, regarde, je suis capable de me débrouiller. Vous avez pas besoin de brancardier, je suis capable de me relever tout seul. Non, pas besoin d'aller à l'infirmerie. On va attendre après la game, puis je verrai si j'ai encore mal. On est dans cette logique-là, et malheureusement, elle est super présente. Dernier élément qui est, à mon avis, tragique par rapport au développement des garçons et des jeunes hommes, c'est le rapport que l'on a à leur transformation de garçon en homme. Est-ce qu'il y a un père ici, d'une fille, qui ignorerait les transformations qu'elle va vivre à l'adolescence? S'il y en a un, là, je le tue. On n'oserait jamais faire ça. Comme une mère n'ignorerait certainement pas l'autant de son vécu, ça non plus. C'est impossible, c'est bien trop fort comme transformation. Physique, émotionnelle, intellectuelle, ça change tout. Est-ce qu'on porte la même attention aux garçons? Calice, non. Je vais vous le dire honnêtement, quand je questionne les étudiants en classe, quand je questionne les intervenants en formation, est-ce que vos parents ont parlé de la transformation physique et mentale et émotionnelle que vous avez vécue comme garçon, comme jeune homme, ou que votre frère a vécu? La plupart du temps, c'est ce que j'entends. Un grand silence. Là, tout d'un coup, on se réveille et on dit « Ouais, c'est vrai. » Et les garçons vont vivre autant de transformations. Testostérone entre le petit oui-oui, là, puis le grand garçon, multiplié par 10. Ça ressemble pas mal au taux de changement hormonaux des femmes qui passent de la préadolescence à la maturité en l'espace de quelques années. Force physique, multipliée par 7 en moyenne, entre le petit oui-oui et le grand garçon. 7. Ça a des conséquences. Il faut être capable de mesurer ça. Il faut être capable de voir ce que ça fait. Il faut être capable de voir ce que ça fait émotionnellement aussi, de se débattre avec ça, de savoir comment gérer et vivre avec cette force, vivre avec ces pulsions sexuelles fortes, absolument involontaires habituellement à l'âge de la transformation, là. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, on n'en parle pas. Ou on donne des programmes d'éducation sexuelle, mais au moment où les filles sont en transformation, pas au moment où les gars sont en transformation. Puis en fait, je l'ai vu le programme, là, on parle très peu des impacts émotionnels de la transformation des garçons. À peu près pas. À part que, faites attention, vous pourriez être dangereux pour les petites filles si jamais vous mettez votre oui-oui à la place où il ne faut pas.
c'est aussi simple, étroit et déplorable que ça, encore maintenant. Alors, bien sûr, qu'est-ce que ça fait? Nos garçons, ils vont se renseigner où? Ben non, ils ont juste à mettre érection. Ils ont juste à mettre, même pas, pénis, prépuce. Mettez n'importe quel hostie de mot à connotation sexuelle et je vous garantis que vous ne trouverez pas de site d'éducation sexuelle avant pas mal de pages. Puis que si vous êtes un gars qui est plein d'hormones, vous vous rendrez probablement jamais là, parce que c'est bien trop stimulant ce que vous allez voir apparaître à l'écran. Mais on rit, mais c'est tragique. C'est le monde dans lequel nos garçons se développent. C'est les droits et les accès qu'on leur donne. On a un collègue ici qui est sexologue, qui en sait probablement plus que moi sur le sujet. Vous pourrez l'interroger à la pause. Mais c'est ça notre réalité, c'est tragique. Donc tout ça se cumule, hein? Ça finit par donner qu'à un âge plus ou moins avancé, on se retrouve avec un certain nombre d'impacts, plus ou moins. Hein? Certains d'entre nous en sont plus dégagés, d'autres en sont un peu plus pognés, malheureusement. Mais on a souvent cette fameuse camisole de force de garder à l'intérieur de nous ce qu'on sent, ce qu'on pressent, etc. On a aussi peur parfois de s'identifier à ce qui serait vu comme encore trop féminin, même si du côté de la parentalité, au moins, ça a évolué de façon très forte. Et on a souvent ce défi d'essayer de montrer qu'on est un gars. Que ce soit sur le terrain de sport, que ce soit dans une autre activité rémunérée, le premier à avoir une voiture, n'importe quoi, on se trouve des lieux où on veut être reconnu. Parce que ça, c'est un des archétypes des hommes. Hein? C'est pas pour rien que les héros nous pognent tant au cœur. On a besoin d'être reconnus. Reconnus par nos pairs, les autres hommes, reconnus aussi par les femmes, comme étant un homme digne d'intérêt. Et bien sûr, comme on le dit souvent, quand on a la chance d'avoir des talents évidents et communément appréciés, genre être très bon en informatique aujourd'hui, être très bon dans les sports, être très habile à se trouver une job, puis à être un bon vendeur, puis à se faire un revenu assez jeune. Quand on a toutes ces belles places-là qui sont prises, souvent les jeunes hommes vont trouver la marge. Ils vont faire les niaiseries qui vont faire en sorte que les autres vont « Hey, lui, il est hot! » Wow, il fait des courses moi je me rappelle à Châteauguay, on avait intervenir là-dessus. Les jeunes qui faisaient des courses phare éteint la nuit sur des rangs. Ben, il y en a qu'une couple qui ont fini par mourir, c'est sûr. Là. Mais c'est ça qui se passe. Ce besoin, ce désir d'être reconnu, comme on peut pas l'être parce qu'on existe, tout simplement, on cherche à l'obtenir parce qu'on réalise. Et parfois, comme je dis, quand on n'est pas dans les bonnes slots, entre guillemets, on va s'essayer dans la marge pour au moins être capable d'être reconnu. Et cette tentative d'être toujours autonome aussi, de ne pas être vulnérable, de ne pas avoir besoin des autres, ce que ça amène, c'est qu'on apprend souvent à faire semblant. On fait semblant qu'on n'a pas peur, on fait semblant qu'on est capable, on fait semblant... De quoi d'autre? Les gars, aidez-moi. De quoi d'autre on fait semblant? Hein? Oh, je sais bien, Hubert, lui, il fait jamais semblant. Il a dépassé ça. Non, mais de quoi d'autre? Vous avez peut-être déjà fait semblant quand vous étiez jeune, là, puis encore un peu fou. Aidez-moi, là. De ne pas être stressé alors qu'on est mort de trouille, absolument. Est-ce que Myriam va être contente de ce que j'ai apporté comme cadeau? Est-ce qu'elle va vouloir sortir avec moi au bal? Hein? De quoi d'autre on a peur? Tu as l'air un peu hystérique ou tout croche. Hein? Hystérique de, hein? On sait quoi, donc un peu trop féminin. Quoi d'autre on a peur? D'aller bien. Non, un homme, ça se bat contre des problèmes. Il faut avoir un autre problème à régler. Hein? Il faut un défi, Hein? Oui, c'est ça. Alors, écoutez, il y en a plein. Il y en a plein de cette nature-là. Et ce que ça fait, ben c'est ça. Souvent, les hommes vont apprendre souvent à donner le change, à faire comme si. Et ça va être un des grands drames parce que quand ça va pas, et forcément, ça va pas. À un moment donné de notre vie, il va y avoir des difficultés. Même quand on fait de notre mieux, il va y avoir des choses difficiles qui vont nous arriver. Ben malheureusement, ce réflexe-là est tellement installé de ne pas le montrer que demander de l'aide, ce serait encore pire. C'est bien plus humiliant que d'admettre que je ne vais pas bien.
Et c'est avec ça que nos hommes, ceux qu'on voit malheureusement tard, avec des problèmes aggravés, avec un état de santé aggravé, avec des dilemmes qui leur semblent quasi insurmontables, c'est avec ça qu'on se retrouve et qu'on se bat quand ils viennent nous voir. C'est ce que nous, on appelle, Gilles et moi, le processus de triple désensibilisation. Je l'ai évoqué, fait que je ne le développerai pas. Hein? Désensibilisation physique, qui fait qu'à la limite, certains sont carrément dissociés, ils ne se rendent même pas compte de leur état. Désensibilisation émotionnelle, donc se coupe des émotions. Avec le temps, ça en arrive au point qu'ils ont même de la misère à les nommer. Si je n'y porte pas attention, comment je vais faire quand je vais en avoir pour les nommer? Et finalement, ben, la dissociation relationnelle, je voudrais me débrouiller tout seul, fait que je suis souvent pas trop proche, pas trop loin. J'ai bien des chums, mais j'ai pas nécessairement beaucoup de confidents. Dans les enquêtes, d'ailleurs, il y avait une enquête qui a été faite en 2014, non, c'est avant ça, 2011, je crois, et c'était une enquête de l'Institut de la statistique du Québec, si je me rappelle bien, sur les réseaux de soutien que les personnes avaient, les hommes et les femmes. Et en moyenne, les hommes n'avaient que 1,2 personnes à qui se confier. Alors, il pouvait y avoir d'autres genres d'aides qu'ils pouvaient avoir, mais il y avait très peu de personnes pour se confier. Ce que ça donne, ben, ça donne des problèmes de santé majeurs et ça donne des prises de risques qui mènent souvent à des accidents. D'ailleurs, c'est un des éléments, les accidents chez les hommes, où les hommes sont surreprésentés. Qu'est-ce que ça fait d'apprendre à fonctionner comme ça, d'apprendre à se couper de ce qu'on vit et de penser qu'on ne devrait jamais avoir de problème, jamais avoir besoin d'aide? Bien, ça nous amène à ce qu'on voit chez beaucoup d'hommes qui viennent consulter, c'est le sentiment de honte. J'ai échoué. Il y a un homme qui, il y a quelques années, il y a 3 ans de ça, était arrivé avec une phrase qui, moi, m'a littéralement... En fait, à moitié, pas les jambes, le cœur, littéralement. Il avait dit la chose suivante, mon corps m'a trahi. Pensez-y une seconde. Mon corps m'a trahi. Moi, je continuerai bien, mais mon corps, il m'a lâché le Christ tabarnak d'hostie de Saint-Cyboire. Comme si son corps, c'était pas lui. Ça montre à quel point il était coupé de la conscience de ce qui pouvait lui arriver, de comment les choses, les relations, la vie pouvait l'affecter. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et donc, souvent, cette honte-là, c'est à peu près le mécanisme. En fait, il y a 2 émotions, vous le savez probablement, fait que je vous assommerai pas avec ça. Il y a 2 émotions principales, 2 états principaux qui font naître beaucoup de mécanismes de défense, chez les hommes et les femmes, soit dit en passant, là. Mais c'est particulièrement vrai chez les hommes. L'impuissance, pas sexuelle, l'impuissance à régler quelque chose, à être devant un problème, est un gros élément. Et voyons, j'ai perdu l'autre. As-tu quelqu'un qui a assisté à ma formation qui pourrait m'aider? Pas grave, ça va revenir. Probablement quelque chose que je refoule moi-même. J'ai encore du travail à faire. C'est pas pour rien que je continue à travailler dans le domaine. Là. Je suis bien conscient que je suis loin d'être parfait. Oui, c'est ça. Donc, l'impuissance en est une, puis l'autre va me revenir plus tard quand ce sera plus le temps. C'est pas grave. Je vous la dirai pareil. Donc, tout ça pour dire que donc l'identité est un facteur qui est développé beaucoup qui est en grande partie développé par le social, par le message et les messages que collectivement on donne aux hommes. Et dans ce sens-là, on n'est pas innocent. Chacun ici d'entre nous, dans tous les moments où on donne à un homme qui fait une demande, qui pose une question, ou auquel on est sensible, puis vers lequel on va en disant « Tu vas-tu bien? » Chaque fois qu'on fait ça, on est en train de défaire une partie de ces stéréotypes-là, une partie de ces stigmatisations-là qui fait que beaucoup d'hommes vont mourir sans avoir demandé de l'aide, vont s'être suicidés par peine sans avoir osé même parler de la peine qui était derrière ou de la peur qui était derrière, etc. Parce que, bien sûr, notre socialisation continue de mettre en évidence souvent les aspects de hiérarchie, de compétition et d'instrumentalité. L'exemple type étant, on a beaucoup de chums pour nous aider sur beaucoup d'affaires, préparer un toit, changer les freins sur ma voiture, faire le changement d'huile, réparer ma tondeuse, limite, les choses que régler un problème d'Internet, montrer comment fonctionne ce hostie de téléphone intelligent là, qui me fait comprendre que moi, je ne le suis pas. On en trouve pour ça. Et bon, vous saurez, là, je vais passer rapidement, mais
si ces choses-là existent, c'est parce qu'il existe encore ça. 2015, une collègue, Geneviève Landry, que certains connaissent probablement parce qu'elle fait souvent des formations et des conférences sur la socialisation, elle aussi. Elle a fait une petite enquête dans les librairies avant le temps des fêtes pour savoir quels étaient les meilleurs vendeurs pour les premières lectures autonomes. Et pour les préados, fait qu'on se demande d'où viennent les stéréotypes. C'est pas mal partagé, hein? Série pour les gars, série pour les filles. Fait que voilà, sans commentaire. Et bien sûr, ça continue à l'âge adulte, que ce soit les magazines, les sites, on continue d'alimenter la réflexion personnelle chez les femmes et de je dirais la discarter carrément chez les hommes. Mais heureusement, malgré tout, il y a des hommes, des femmes, ici dans la salle probablement, qui dans leurs relations personnelles, dans leur univers de travail, travaillent activement à ce que ces choses-là évoluent. Et que bien sûr, comme vous voyez le modèle de père bienveillant, présent, attentif, aimant, versus ce père-là, vraisemblablement c'est un père là, qui est en train de repeindre des carreaux, n'ont pas exactement les mêmes priorités de vie le samedi matin. Qu'est-ce qu'on voit qui a changé et qui continue de s'améliorer et auquel on doit continuer d'être conscient et actif, chacun et chacune d'entre nous? Bien, le fait que pour de plus en plus d'hommes, l'intimité est plus investie. L'intimité émotionnelle de couple, l'intimité avec les amis, avec qui on s'ouvre davantage, l'intimité avec les enfants, de qui on est plus proche. Donc ça, c'est un progrès, mais c'est pas quelque chose de fini, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est pas mur à mur. Même chose au niveau du rôle de pourvoyeur. Bon, ma fille est dans le début de la quarantaine, j'ai suivi sa gang d'amis, garçons et filles d'ailleurs, depuis leur garderie et puis l'école primaire, parce qu'elle a gardé un réseau très, très homogène, au moins dans cette sphère-là. Et j'en ai vu plusieurs de ces papas-là, quand ils sont devenus papas, décider de mettre leur emploi pas nécessairement en pause, mais en second. Ils ont choisi leurs horaires, ils ont accepté d'avoir moins de salaire, ils ont accepté de refuser une promotion parce que ils savaient bien que les 3, 4, 5 années qui allaient venir, c'était les années pour avoir un lien avec leurs enfants. C'est pas à 15 ans que tu décides de ralentir ton travail pour voir ton ado. Il veut plus te voir. C'est pas compliqué. Il y a d'autres préoccupations dans la vie, les filles, les gars, peu importe. Les émotions qui sont plus validées, plus partagées, parce que de plus en plus d'hommes parlent. Trop peu encore, selon moi, mais plus en plus d'hommes parlent. On va toujours encenser des gens très en vue qui vont oser. Prenons ce qu'ont fait nos célèbres gardiens de but du Canadien ou ex-joueurs étoiles des Alouettes dans les dernières années, qui ont été des modèles intéressants et positifs, et je les salue. Mais il y a trop peu d'hommes ordinaires qui partagent, et qui partagent à leur entourage, à leurs proches, à leurs collègues, ce qu'ils vivent. La compétition, l'agressivité, la colère, qui malheureusement demeurent valorisées parce que dans beaucoup d'univers d'hommes, les affaires, où on a poussé beaucoup les hommes, certaines carrières, les sports, on est encore dans une culture qui valorise beaucoup ces éléments-là, bien que la violence, elle, est définitivement vue de manière complètement différente par l'immense majorité des hommes. Et même si l'homophobie et le non-accueil de la différence, au sens beaucoup plus large que l'homosexualité traditionnellement identifiée à l'homophobie, elle demeure présente. Il y a encore, à l'égard d'un homme qui ne serait pas comme un homme standard, des préjugés, des malaises, des embarras qui devraient être dépassés. Là, je vois le temps passer. Il me reste... Ouais. Hein? Ouais. Je suis censé finir à quelle heure, moi? Parce que là, je pourrais continuer toute la journée, hein. C'est un peu comme Raymond, quand je suis parti, je ne suis pas arrêtable. Il faut qu'il y ait une cloche qui sonne à quelque part. Bon, ben je continue, ils m'arrêteront quand ce sera le temps de m'arrêter, ou quand vous aurez faim. 45. Oh, c'est en masse. Sur le recours au service, ben dans le fond, je l'ai évoqué. Ce qui se passe, c'est que bien sûr, les hommes, avec ce parcours-là, avec ces réticences-là, avec ces embarras-là, avec souvent cette difficulté eux-mêmes à savoir et à nommer ce qu'ils vivent, ben bien sûr, leur recours au service, c'est pas pour rien qui est parfois un peu anémique, ou qui est maladroit, parce que c'est les deux réalités. Hein? Il est anémique parce que des fois, on ne veut pas ou on n'ose pas, et il est problématique des fois parce qu'on ne comprend pas le réseau souvent. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas les réseaux, ne voient pas où et comment aller chercher l'aide ou ont plus de difficultés à le trouver. Ça donne que les consultations psychosociales et médicales sont moindres, je n'irai pas dans les statistiques.
Le lien de la socialisation à la demande d'aide, il est important à comprendre parce qu'il va être crucial dans votre manière. Il est probablement déjà crucial et vous le maîtrisez probablement pour plusieurs d'entre vous déjà très bien. Tant mieux si ça renforce votre sentiment de compétence. Le processus de la demande d'aide, il est bien documenté, il est assez universel. C'est à peu près le même à quelques variantes près pour les hommes et pour les femmes, pour les générations. Il y a 3 étapes de prendre conscience ou contact avec des signaux. Il y a de les identifier comme quelque chose où il faut que je fasse quelque chose, donc de prendre une décision. Et il y a de passer à l'action. Et ce qu'on sait, c'est que la socialisation traditionnelle continue de jouer des vilains tours aux hommes. Les premières, vous avez vu, les 3 désensibilisations, c'est sûr que pour sentir des symptômes, pour les identifier comme un problème, et un problème qui ferait que j'aurais besoin d'aide, ça va jouer. Ça va passablement souvent distiller. Il va falloir que j'ai une dose un peu plus intense de signaux pour finir par allumer. Donc, il y a cet aspect-là qui est au départ un problème. Si ça s'arrêtait là, ce serait déjà pas pire. Ce que l'on voit de plus en plus dans les enquêtes, quand on questionne les gens, c'est la première décision que la majorité des hommes font, c'est celle de l'autonomie, c'est d'essayer de se débrouiller. Soit ne rien faire en disant « ça va passer ». Tiens, celle-là, je l'aime bien. Vous vous rappelez la fameuse pub sur la mycose des ongles? « Ah, papa, ton ongle est bien bizarre. Ah, c'est rien. » Non, hein, monsieur, c'est la mycose des ongles. OK? C'est une maladie qui est... vous connaissez toute la suite, pas besoin de vous dire « Maman! » Hein? Bien sûr, c'est elle qui va le convaincre de finalement aller chez le médecin. Vous avez toute l'histoire. Hein? Donc, souvent, les hommes vont ne rien faire ou décider de faire un petit quelque chose par soi-même. Je vais faire une confidence, je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai eu un épisode de mycose des ongles. Et en homme traditionnel, mon premier réflexe, ça a été de me renseigner qu'est-ce qui tue ce genre de champignon-là. Et j'avais trouvé assez facilement d'accès dans la maison, l'eau de Javel. Bon, tu donnes un petit coup d'eau de Javel en dessous de l'ongle. Bien sûr, tu rinces avec de l'eau après parce que tu laisses quand même. Je suis un peu prudent, je ne suis pas complètement nul en soins de santé. Mais puis après ça, je me suis regardé, je me suis dit, c'est bien niaiseux. Prends donc rendez-vous chez le médecin, tu vas avoir un médicament approprié. Ouais. On peut encore évoluer. Hein? Et finalement, on décide d'en parler. Et là, ce qu'on voit dans beaucoup d'enquêtes, c'est que beaucoup d'hommes n'en parleront pas aux bonnes personnes. Ils vont en parler à quelqu'un qui va penser comme eux, qui se défend d'avoir besoin d'eux. T'as un exemple? Je taquine mon ami Denis, là, parce qu'on anime des groupes ensemble. Puis on y fait tous les deux des confidences pour aider les autres gars à s'ouvrir aux autres aussi. Donc finalement, en parler, mais en parler aux bonnes personnes devient parfois difficile. Et finalement, curieusement, même quand on sait, quand on sait qu'on va devoir et qu'on a décidé de le faire, ce que Raymond et Carl ont nommé ce matin dans les présentations, c'est que la réalité, c'est que les hommes connaissent moins bien les ressources. D'un, parce qu'on va se le dire, ça change heureusement. La parentalité est une hostie de bonne école pour apprendre à connaître les ressources. Un enfant, c'est malade de sa naissance jusqu'à peu près 15 ans, là, avec des variants. Fait que c'est forcé que si tu t'occupes de tes enfants, tu vas y connaître les ressources. D'où l'importance de s'occuper des pères et d'encourager les pères. Ça va changer leur rapport à leur santé. Premier élément. Donc, ils ne connaissent pas les ressources pour un grand nombre. Dans une enquête faite en 2015, il y avait 40% des hommes, des 2400 hommes interrogés, qui n'avaient aucune idée des ressources qui pourraient répondre à leurs besoins, s'ils avaient un problème de santé ou un problème de santé mentale. 40%. À la fin de la pandémie, c'était 27%. Merveilleux, mais c'est parce qu'il y a eu tellement d'efforts et les réseaux de santé et de services sociaux ont été tellement visibles pendant 2 ans que, bien sûr, le résultat de l'enquête de 2020 était nettement meilleur qu'il l'était avant. Mais le dernier élément qui est problématique, c'est vont-ils utiliser les ressources? Et là, l'enjeu que l'on retrouve souvent avec les hommes, c'est qu'ils vont encore là arbitrer. Est-ce que je vais manquer du travail? Est-ce que si quelqu'un apprend que je consulte un psychologue, ça va avoir des conséquences? Mon équipe va me niaiser, ça c'est le minimum, ou mon patron ne voudra pas me donner une promotion parce qu'il va peut-être être un peu méfiant de ma solidité mentale et émotionnelle. Donc les hommes rendus là, même à l'extrême limite, il y a une enquête qui le dit d'ailleurs, même quand ils sont en détresse psychologique, qu'ils en sont conscients, ils mettent le mot détresse psychologique sévère, ils hésitent. Parce qu'il y a toutes sortes d'autres conséquences, financières, réputation,
etc. Je me rappelle j'ai une collègue qui faisait de la consultation en privé alors que moi je travaillais en CLSC, on était bons amis, on se parlait régulièrement. Elle me parlait du type de clientèle qu'elle avait. Des hommes d'affaires, des avocats, des professionnels, etc. C'était pas à cause de l'argent. Ils voulaient juste que personne sache qu'ils consultaient. Puis consulter au CLSC, puis d'être dans la salle d'attente. Monsieur Tremblay, Pierre Lheureux, travailleur social. Monsieur Tremblay, y a-tu envie que les gens dans la salle d'attente, puis j'avais même pas besoin de donner mon nom. Les gens le savaient qui j'étais. Fait qu'il y a des hommes qui sont certainement pas venus juste parce que de me serrer la main, ça aurait été dire « Oh, leur voisin est peut-être dans la salle, un collègue de travail, name it. » Donc, les hommes, malheureusement, rendus là, vont encore hésiter parfois. Et tout ça, c'est bien sûr à cause de ce fameux paradoxe de la masculinité et de l'aide, pas juste de la thérapie, là, de l'aide. C'est-à-dire que si on apprend qu'il faut cacher sa vie privée, maintenir le contrôle, montrer de la force, de la fierté, avoir l'air indépendant, nier la douleur et la souffrance, bien sûr, qu'est-ce qu'on va me demander si on m'offre de l'aide? De faire souvent pas mal exactement le contraire de ça, avec le fait que je vais me sentir mal. Je vais me sentir peut-être honteux, je vais me sentir peut-être en échec. Bref, pas un vrai homme. Et bien sûr, je risque de gérer ça de toutes sortes de manières, incluant des fois, moi, mon affaire avec l'eau de Javel, c'est pas pire, là, mais il y en a qui choisissent des affaires un peu plus hot et un peu plus élevées. Donc, qu'est-ce qui amène les hommes à consulter? Les enquêtes le montrent. Le corps flanche. Hein? Mon gars qui nous a dit « mon corps m'a trahi », c'est pour ça que je suis obligé de venir vous voir. La pression de l'entourage. Et il y a des choses, un des ajouts les plus récents qui est intéressant, c'est bien sûr les milieux de travail qui sont conscients et qui font des efforts pour pas perdre leurs travailleurs. Il y a un peu d'égoïsme. J'ai fait beaucoup de syndicalisme. Je pense qu'il y a un peu d'égoïsme patronal dans certains cas en disant, bon, on va offrir des programmes pour pas les perdre parce que si on les perd, on est dans la marre. Mais tant mieux. Ça va dans le bon sens, c'est correct. Et les enfants adultes. Ça, c'est une belle chose que j'ai constatée avec Jacques Leroy, un collègue, quand on se questionnait sur les hommes proches aidants, les hommes âgés proches aidants. On constatait que beaucoup de jeunes hommes, des jeunes adultes, quarantaine, c'est encore jeune pour moi, poussaient leur père à aller consulter, à aller chercher de l'aide dans leur rôle de proche aidant, ce qui était nouveau. Je n'avais pas connu ça dans ma génération. Donc voilà. Et puis, bien sûr, là, je passe les statistiques. Geneviève, justement, dont je parlais tantôt, avait un peu résumé sa lecture en 2009 de ce qu'elle voyait chez les hommes qui venaient consulter dans son organisme, l'Entraide pour hommes. Beaucoup d'hommes ne comprenaient pas ce qui se passait. Il y avait de la difficulté à exprimer en mots les émotions. C'était plutôt des degrés. Êtes-vous un peu, beaucoup ou énormément en... Je ne dirais pas de gros mots. J'en ai assez dit pour ce matin. Il avait souvent tenté de se faire entendre, mais il n'avait pas réussi à se faire comprendre. Et malheureusement, souvent, les situations s'étaient aggravées au point qu'eux-mêmes, leur estime avait beaucoup décliné. Et souvent, c'est pas une motivation interne qui les poussait, c'était la pression extérieure qui était là. Et donc, en fin de course. On va peut-être se dire qu'il y a, là j'ai un peu schématisé 3 types d'hommes, mais la réalité c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est plutôt une intersectionnalité. Mais juste pour les fins, il y a des hommes qui sont encore très pognés, même des jeunes hommes. Là. Je vois régulièrement des jeunes hommes qui sont encore pognés par le modèle traditionnel, comme j'en vois des moins jeunes qui sont moins pognés par le modèle traditionnel, fort heureusement. Des hommes que je dirais plus en libération, qui sont en train de se dégager de ça, et des hommes qui sont en transition, c'est-à-dire qui sont peut-être émancipés dans certaines sphères de la vie, notamment leurs relations de couple, notamment leurs relations familiales, mais qui ont peut-être plus de difficulté à remettre en question, par exemple, les dictats de leur milieu de travail, la réticence des milieux de travail à considérer que les hommes sont aussi des pères et que les pères ont aussi, autant que les mères, à s'occuper de leurs enfants, ce qui veut dire des fois de s'absenter pour des rendez-vous, pour des soins, pour garder à la maison un enfant. Les milieux masculins demeurent, quand ils sont homogènes, encore très hostiles à ce genre de choses-là. Et ça, encore là, c'est pas, à mon avis, quelque chose qui dépend uniquement de chaque homme. C'est quelque chose que socialement, on doit adresser, que même légalement, dans certains cas, on devrait pouvoir adresser. Voilà. Et tout ça pour dire que malgré tout, je veux qu'on termine sur une note, cette partie-là au moins sur une note positive. Même être un homme traditionnel, c'est plein de belles qualités.
Hein, vous avez probablement, juste pour attirer votre attention là-dessus, les hommes veulent régler des problèmes, veulent aider plein de gens. Les hommes montrent qu'ils aiment les gens qu'ils aiment. Ils ne le montrent pas toujours avec des mots. Ils le montrent par toutes sortes d'autres manières, des cadeaux, des attentions. Je pense à un homme que je connais qui changeait les pneus d'hiver de sa conjointe et de sa fille sans même leur en parler. La fille oubliait ses pneus d'hiver, mais un jour, elle partait le matin avec son char, puis là, les pneus ne faisaient pas le même bruit que d'habitude. Elle se demandait, y a-t-il un problème avec mon char? Ben non. Ah oui, c'est vrai, elle a dû changer les pneus. C'est toutes les petites attentions à la sécurité, au bien-être des gens qui ressortent dans ces moments. Donc, ça s'exprime de toutes sortes de manières. Et voilà. Donc, intervenir, ça va impliquer beaucoup de défis, comprendre que le processus de socialisation, même s'il n'est pas universel, il affecte tous les hommes encore, parce que les modèles dont je parle depuis ce matin, ils existent, ils sont renouvelés. Quand Bruce Willis prend sa retraite, c'est Vin Diesel. Quand Vin Diesel va partir, je ne sais pas qui va prendre la place, mais il va en avoir un. Quand The Rock va arrêter, ils vont trouver un autre Rock pour le mettre à la place de Rocky et des autres qui les ont précédés. Inquiétez-vous pas, ils vont trouver quelqu'un. Et il faut être capable de tenir compte des dimensions de genre, de tenir compte aussi que malheureusement, même si vous, ici, qui êtes probablement sensibilisés, vous êtes capable de voir au-delà des images préconçues qui ont été trop souvent présentes, qui nous obligent quand même à être attentifs à des vrais problèmes. Vous êtes probablement capable de voir au-delà de ces images-là et de trouver des hommes, de voir du bon en les hommes que vous rencontrez et d'être capable de les aider. Il y a des éléments qui aident, qui sont importants. Je vais même pas les évoquer, je vais vous laisser les lire, mais grosso modo, les résumer en quelques mots. Être capable de voir que les hommes, peu importe le côté stéréotypé avec lequel parfois ils vous arrivent, sont des êtres humains complets. Ils ont déjà eu 2 ans, ils ont déjà eu aucune difficulté à pleurer quand il y avait mal, aucune difficulté à pleurer quand il y avait de la peine. Ils ont été capables de demander un câlin quand ils en voulaient. Ils ont été capables d'en donner un quand ils aimaient quelqu'un. Ils ont encore tout ça en dedans d'eux. Si nous, on y croit, on est capable d'aller le rechercher en eux et de le faire grandir pour que quelque chose se passe. L'autre élément, c'est que bien sûr, il ne faut pas négliger nos propres biais. On a des biais professionnels parce qu'on veut protéger la société, on veut protéger les plus faibles, et que parfois l'homme n'a pas l'air du faible dans l'équation. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en difficulté. Donc, on ne peut pas opposer le fait d'être en train de faire des comportements inadéquats ou de ne pas prendre soin de soi et d'être en même temps une mauvaise personne. Ça peut être 2 réalités. L'autre aspect, c'est qu'il faut les soutenir. Si on veut qu'un homme s'investisse et change, il ne faut pas penser qu'il va du jour au lendemain se laisser prendre en charge. Il faut être capable de composer avec le fait qu'il veut encore garder une maîtrise de sa vie. Il faut être capable de négocier. Avec les hommes qu'on aide, il faut être capable de négocier. Négocier ce qu'on leur offre, négocier comment on va faire, avec quoi il est à l'aise, avec quoi moi je suis à l'aise, je suis capable de lui dire. Ça, c'est très important. Souvent, il va falloir expliquer beaucoup de choses parce que l'homme que vous voyez, la varicelle, il l'a eu, mais s'il ne s'est pas occupé de la varicelle de ses plus petits, il ne sait pas ce que c'est, comme il ne sait pas plein d'autres affaires au niveau de la santé. Une enquête d'ailleurs du Collège royal de médecine du Canada au début des années 90 avait montré comment les médecins consacraient beaucoup moins de temps d'information quand ils avaient un homme dans leur bureau qu'une femme, parce que les femmes posaient des questions, les hommes n'en posaient pas. Ils présumaient que les gars savaient, c'était exactement le contraire. Si la femme posait des questions, c'est parce qu'elle savait des affaires. Si lui ne posait pas de questions, c'est parce qu'il ne savait pas. Fait que, vous voyez, et c'est encore vrai, soit dit en passant. Hein. Je reparle de la sexualité dont on parlait, la puberté tantôt. Et bien sûr, capitaliser, miser sur les forces. En chaque homme, comme je le disais, il y a un petit gars qui avait tout le potentiel. Il y a encore toutes ces forces-là. Il faut, nous, être à l'affût, nous, un appétit de les trouver, nous, un appétit de le mettre en mouvement et de le soutenir dans se mettre en mouvement. Et bien sûr, adapter nos services. On va en parler toute la journée, fait que je n'abuserai pas. Et finalement, prendre soin de soi comme intervenant. Parce que plus vous allez vous rapprocher et aider des hommes, plus vous allez être challengé. Vous allez voir des hommes pleurer plus que vous ne les avez jamais vus pleurer parce que vous avez su les écouter. Vous allez les voir nommer des peurs et des dilemmes. Vous allez les voir nommer des erreurs de jugement qu'ils ont fait dans leur vie, qui vont peut-être vous donner des frissons. Mais merde, ils vous les ouvrent. S'il vous plaît, accueillez ça.
mais vous allez avoir besoin d'aide. Moi, j'ai encore besoin d'aide aujourd'hui, puis j'accueille des hommes encore régulièrement parce que parfois je suis bouleversé, parfois je me sens impuissant devant certains des dilemmes qu'ils amènent. Alors, vous aurez ce même type de dilemme-là. Plus vous vous rapprochez, plus bien sûr vous allez avoir vraiment accès aux hommes, mais plus aussi vous allez avoir le défi de composer avec ce que ça vient challenger chez vous, dans vos valeurs, vos peurs, vos insécurités personnelles, et on en a bien sûr tous et toutes. Alors voilà, merci, je m'arrête là pour qu'on ait quand même quelques minutes là, d'échange.